Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin est Delphine Batho, députée PSD de Sèvres et ancienne ministre de l'Environnement. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi pour co-présenter cette émission, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour. Et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec moi ce matin pour présenter l'émission. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question à notre invité en bas de cette vidéo ou via les réseaux sociaux #DirectPolitique. Je me ferai un plaisir de retransmettre votre question à notre invité. Delphine Batho, la conférence sur le climat à Lima rentre dans sa seconde semaine de négociations. On patauge un petit peu apparemment selon les personnes sur place, les associations, les ONG. C'est toujours la deuxième semaine dans ces conférences internationales qui est décisive, celle à laquelle participent les ministres, les chefs de délégation. Ce qui est important à Lima, c'est que c'est la négociation qui doit préparer l'accord. Tout à fait, à Paris l'année prochaine. Voilà, puisque la France déjà... accueillera la conférence sur le climat qui sera décisive en 2015. Est-ce que vous êtes optimiste sur la possibilité qu'à Lima on trouve un ébauche d'accord? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de François Hollande et de Manuel Valls l'année prochaine, en 2015? Quel objectif vous Là, je crois qu'on est sur un enjeu qui dépasse largement la France. La France sera le pays hôte de cette conférence, mais là, ce qui est important, c'est d'obtenir un engagement sérieux et efficace de la communauté internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le point de départ, c'est cette semaine. Le résultat, ça sera dans un an à Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au changement climatique, toutes les alertes avaient été données. Il y a eu déjà combien de conférences internationales? Les travaux scientifiques depuis des années ont conclu à la réalité du réchauffement climatique qui est désormais engagé. Quand on regarde, il vient d'y avoir plus de 20 morts aux Philippines dans un typhon. Nous avons eu en France pendant des semaines et des semaines, depuis le mois de septembre, des inondations à répétition, des pluies diluviennes qui sont tout à fait anormales et qui sont liées à l'augmentation de la température de la Méditerranée. Donc le réchauffement climatique, c'est ça que je veux expliquer. C'est plus une prévision scientifique pour plus tard. Ça y est, on y est. Et il y a eu beaucoup d'inertie, beaucoup de conservatisme. C'est au fond l'échec d'une génération de dirigeants aux quatre coins du monde qui n'ont rien fait. Donc il est temps de tourner cette page et d'agir enfin de façon sérieuse et efficace. Les négociations, quand elles échouent, celle-ci n'a pas encore échoué, elles butent toujours sur des questions de financement. Mais elles butent, c'est plus profond que ça. Attendez, non, mais je voudrais quand même préciser ma question. Bien sûr, c'est plus profond que ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore cette idée extrêmement répandue que la défense de l'environnement, ça coûte beaucoup et que ça ne rapporte pas. Et qu'en période de crise, c'est encore plus difficile de faire passer cette nécessité. Ce qui coûte beaucoup en vie humaine, en sécurité des populations, et ce qui va coûter de plus en plus cher, c'est la réalité de ce dérèglement climatique. Regardez, en France, on a même l'année prochaine une augmentation de 5% du coût des assurances à cause de la répétition des catastrophes naturelles. Et ce n'est que le début. On a eu même une modification du trait de côte sur la façade atlantique. Donc ça y est, on y est. Ce sur quoi ça achoppe, c'est quoi? C'est que derrière les enjeux du réchauffement climatique, il y a en réalité toutes les inégalités de développement sur la planète, tous les rapports entre puissances et ce qui est le modèle économique dominant, c'est-à-dire une stratégie du court terme où le prix du pétrole diminue, où on fait du gaz de schiste et où on renvoie toujours à plus tard les questions de long terme. Et il faut aujourd'hui organiser le changement de notre modèle de civilisation autour des objectifs de long terme et ça peut être au contraire un facteur de prospérité économique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au niveau mondial un ralentissement de la croissance mondiale, on a un système qui est épuisé, qui est à bout de souffle, qui n'arrive plus, on n'aura plus les taux de croissance insolents comme on a eu pendant les 30 glorieuses. Donc plutôt que de chercher un retour en arrière, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est investir dans un nouveau modèle de développement et c'est au travers de ça qu'on va créer des emplois et de l'activité. Ce discours peut être audible pour des pays développés, pour des pays riches. Est-ce qu'il est audible, je ne sais pas, pour les Africains par exemple? Oui, et ils demandent de l'aide parce qu'ils sont confrontés plus que d'autres
à l'impact de ces dérèglements. Et la question qu'ils posent, et je pense qu'il faut les entendre, c'est non seulement d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc éviter un réchauffement de 4 à 5 degrés à l'horizon de 2100, mais c'est aussi la question de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire des mesures qui doivent être d'ores et déjà prises par rapport aux conséquences d'un réchauffement qui est déjà là. Sur le plan du nucléaire, on dit que la croissance, l'emploi et la protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Mais sur le nucléaire, oui. Sortir du nucléaire, est-ce que ça peut être neutre économiquement ? Là, il n'est pas question de sortir du nucléaire, mais de réduire la part du nucléaire. Oui. Pourquoi ? Parce que la France a accumulé un retard considérable dans le développement des énergies renouvelables. Hier a été rendu public le classement des pays pour leur bilan environnemental. La France a reculé de 2 places parce qu'il y a un retard considérable dans le développement des énergies renouvelables. Parce qu'avec le nucléaire, on a eu un certain confort. Or, il y a des choses qui sont en train de changer, c'est-à-dire que d'abord, le nucléaire pas cher, c'est fini. Il va falloir faire des investissements gigantesques dans la sécurité et la sûreté des centrales. Donc, ça va coûter de plus en plus cher d'entretenir le parc nucléaire actuel et le cas échéant de pouvoir en prolonger une partie. Et il faut en fermer une autre. Moi, je parle de 2 tiers de prolonger, 1 tiers d'arrêter pour pouvoir développer les énergies renouvelables. Vous savez, il y a un argument qu'on entend très souvent, qui est celui de dire que la protection de l'environnement est incompatible avec la croissance, l'emploi. C'est des choses qu'on entend notamment sur le débat qui est à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes. Sur le nucléaire, c'est effectivement un débat qu'on entend. On ne pourra peut-être pas réduire comme on veut la part du nucléaire sans qu'il y ait d'impact sur l'économie et sur l'emploi. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de dire qu'on va... Je reste sur le nucléaire, on viendra peut-être après sur Sivins et Notre-Dame-des-Landes, mais c'est de dire qu'on va réduire la part du nucléaire et ne rien faire à côté. Il n'est pas question pour la France de diminuer la part du nucléaire pour rouvrir, par exemple, des centrales à charbon. Donc l'enjeu, c'est d'investir sur le développement des énergies renouvelables, de développer autour de ces énergies de nouvelles filières industrielles, de l'emploi local. Je pense par exemple au monde rural et à ce qui peut se faire comme complément de revenus pour les agriculteurs avec la méthanisation, avec la biomasse, c'est-à-dire le bois énergie, tous les projets qu'on a aujourd'hui dans les petites communes. Il faut investir pour pouvoir ensuite effectivement diminuer la part du nucléaire. Mais derrière ça, il y a un monde ancien qui ne veut pas comprendre qu'on a changé d'époque. On est rentré dans une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire que les hommes sont en train de transformer la planète comme des forces géologiques, comme des forces telluriques. On est en train de transformer la Terre en un astéroïde, pour faire simple et pour donner une image. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un épuisement des ressources naturelles, il y a un changement global avec un effondrement de la biodiversité, avec un réchauffement climatique. Et donc, continuer dans le même modèle économique sans regarder cela les yeux ouverts avec une grande lucidité, c'est faire preuve de beaucoup d'aveuglement et beaucoup d'irresponsabilité par rapport aux générations futures. Justement, au sujet de Sivins, de Notre-Dame-des-Landes, vous parlez de monde ancien. Vous assimilez ces projets à un monde ancien. Pour vous, c'est... Ah oui, oui, complètement. Dans deux façons, de deux sortes différentes. Notre-Dame-des-Landes, le projet a été conçu il y a très très longtemps. Donc est-ce que si aujourd'hui on examinait, je dirais à plat, en oubliant l'historique de ce projet, la question de la desserte aéroportuaire du Grand Ouest de la France, peut-être que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on construirait un nouvel aéroport dans une zone humide, alors que la moitié des zones humides de France ont disparu au cours des dernières années. De la même façon, Sivins, c'est un projet qui a plus de 10 ans, et aujourd'hui, on a d'autres alternatives pour apporter de l'eau de façon intelligente aux agriculteurs qui en ont besoin, sans détruire un espace naturel remarquable et une zone humide. Regardez le problème des inondations. Je vais vous prendre un exemple très concret. À Niort, la dernière crue qu'il y a eu à Niort dans les années 80, elle est montée en une journée, alors que d'habitude, s'il y avait une crue, on le voyait venir 10 jours à l'avance. Pourquoi ? Parce que beaucoup de haies ont été détruites et que tout le bocage qui entourait Niort a été détruit par le remembrement. Et donc on a des phénomènes de ruissellement des eaux et d'inondation beaucoup plus violents et beaucoup plus rapides que lorsqu'on prend soin de ces zones humides. Et c'est pour ça que vous étiez hier avec des agriculteurs, justement, pour oui, sur la question de la protection et de la replantation des haies. La replantation. Je voulais revenir sur le nucléaire d'un mot, avec la question du calendrier fermer Fessenheim, ok. Est-ce qu'on peut fermer... Ok, c'est vite dit. Non mais, ok, c'est une promesse.
est-ce qu'on peut fermer Fessenheim si l'EPR de Flamanville ne peut pas assurer un relais? Je veux dire, est-ce que les énergies de transition sont suffisamment prêtes pour accompagner la fermeture de Fessenheim? Alors, il y a deux dimensions dans votre question. D'abord, est-ce que la promesse sera tenue? Malheureusement, on peut en douter aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a un report du calendrier de l'ouverture de l'EPR et qu'en fait, la loi de transition énergétique ne prévoit pas de diminution de la capacité nucléaire, mais prévoit seulement son plafonnement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut fermer une centrale que si on en ouvre une autre. C'est ça le dispositif qui est dans la loi. Fessenheim ne va pas fermer. Donc ça, c'est le premier problème. La loi ne prévoit pas la fermeture de Fessenheim, premièrement. Deuxièmement, fermer une centrale nucléaire est une procédure longue, qui n'est pas une procédure légère. Ça met au moins 4 ans de préparer ce qu'on appelle un décret de mise à l'arrêt démantèlement. Tout est vérifié par l'autorité de sûreté nucléaire parce que mettre à l'arrêt un réacteur, c'est pas quelque chose de simple et toutes les garanties doivent être prises en matière de sûreté. Autrement dit, si on ne dit pas en 2013, et vous voyez que 2013 c'est déjà derrière nous, quelle est la centrale nucléaire qui doit fermer en 2016-2017, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas. François Hollande ne tiendra pas son engagement sur Fessenheim. Je le crains. Restons sur François Hollande. Je le crains, et le problème sur cette question-là, c'est le double discours. Oui, un jour, on nous dit que ce n'est pas celle-là qui va fermer. Le lendemain, une chef de parti politique a rendez-vous avec le président de la République et dit « Si, il m'a dit que, on en est sûr ». Voilà, plus personne ne sait exactement où on en est. Ça pose aussi un problème de transparence. Sur l'engagement écologique de François Hollande, vous étiez à la 3e conférence environnementale présidée par François Hollande. Est-ce que son discours foncièrement verdisé ces derniers temps vous convainc? Est-ce que vous pensez qu'il a sincèrement considéré que l'écologie devait enfin une priorité? Ou est-ce que vous imaginez que ce sont des manœuvres en vue de 2017, peut-être se rapprocher des écologistes? Je pense que le problème, ce n'est pas du tout celui de la sincérité des dirigeants et du chef de l'État. Le problème qui est posé, c'est celui des décisions qui sont prises. Donc on est dans une forme de ce que j'ai appelé le molétisme écologique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des très bons discours, des bonnes déclarations d'intention, et de l'autre côté on a des actes absolument contraires, puisqu'en fait c'est sur l'écologie et sur la transition énergétique qu'on fait aujourd'hui les coupes budgétaires les plus dures. Donc moi le problème que je pointe, c'est l'incohérence qu'il y a entre les annonces, les discours positifs. Je crois que quelque chose qui va dans le bon sens, c'est l'engagement de la France pour la conférence sur le climat. C'est le fait de faire de la lutte contre le dérèglement climatique une grande cause nationale en 2015. Annonces, mais pas d'actes. Mais d'un autre côté, sur les décisions difficiles, courageuses qu'il faut prendre, en particulier sur la transition énergétique, chaque fois qu'il y a un os, ou chaque fois qu'il y a un lobby, ou chaque fois qu'il faut mettre de l'argent, on recule. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui. Parlons du diesel. La décision, les annonces d'Anne Hidalgo d'interdire les véhicules les plus anciens roulant au diesel à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez accueilli cette déclaration? Moi, je soutiens Anne Hidalgo. Je vois que le combat que j'ai mené sur cette question du diesel avance et fait son chemin. Ça avait été un débat très très dur au sein du gouvernement. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu de santé publique. On a une pollution aux particules qui est très dangereuse pour la santé, en particulier des enfants, en particulier des personnes âgées, de toutes les personnes qui ont des difficultés respiratoires. Et c'est un problème de santé publique sur lequel on ne peut plus fermer les yeux. D'autant que l'Organisation mondiale de la santé a classé les particules diesel comme cancérigènes. Donc on peut pas dire on ne savait pas. Vous voyez, et un jour, on peut avoir sur le diesel, excusez-moi, on peut avoir sur le diesel un jour la même chose qu'on a eu sur l'amiante. Donc aujourd'hui, il ne faut pas attendre, il faut effectivement agir. Alors ensuite, le problème concret, quel est-il? C'est que les gens ont été d'abord massivement incités à se tourner vers le diesel par la fiscalité. Premier problème, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui sont responsables, c'est qu'il y a eu un système fiscal qui a massivement encouragé la dieselisation du parc en France. Premier problème. Deuxième problème, beaucoup de gens aimeraient pouvoir changer de voiture. Non. Mais encore faut-il les aider à le faire. Donc moi, j'avais proposé une prime à la conversion.
Ça commence à être de nouveau évoqué. Il y a des dispositions en ce sens dans la loi de transition énergétique. Et il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que cette aide soit accessible à tous les ménages modestes qui veulent changer, c'est-à-dire mettre à la casse leur vieille voiture diesel, qu'on peut d'ailleurs recycler, ça c'est un autre enjeu sur l'économie circulaire, et avoir des voitures propres, non polluantes, écologiques. Donc l'écologie ne doit pas être punitive là non plus. J'aime pas du tout qu'on accole ce terme d'écologie. C'est Ségolène Royal qui le dit. Oui, mais je pense que c'est une erreur. L'écologie, elle est positive. L'écologie, elle concerne l'avenir de nos enfants. Donc j'aime pas cette espèce d'oxymore où on connote de façon négative une valeur qui est fondamentale pour l'avenir de la planète. Elle vient de le redire à propos des feux de cheminée qu'elle veut continuer d'autoriser en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire à Paris? Paris, en Ile-de-France. Les feux de cheminée, c'est un peu le même problème que le diesel. Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. Ils génèrent des particules. Ce qui peut paraître forcément injuste, c'est si on ne fait rien sur le diesel et qu'on interdit les feux de cheminée, même en termes, si vous voulez, de contribution à la pollution aux particules, c'est assez... Voilà, ça pose un problème. Ceci dit, il y a un vrai problème aujourd'hui avec la pollution aux particules liée aux feux de cheminée, en particulier en région Rhône-Alpes, mais aussi en Ile-de-France. Ce qu'il faut faire, c'est généraliser ce qu'on appelle les inserts, c'est-à-dire les foyers qui sont flammes vertes, qui sont des foyers fermés. Donc on a le plaisir du feu de cheminée, mais en réduisant de façon drastique la pollution aux particules. Et ça pose à ce moment-là un problème qui est celui du financement de l'installation de ces inserts. Moi, j'avais plaidé pour qu'il y ait une aide de l'ADEME pour pouvoir aider les gens, là aussi de catégorie moyenne et populaire, qui souhaitent transformer leur cheminée pour avoir un insert. Je pense que c'est ça le bon sens. Il y a beaucoup d'internautes qui nous parlent de la fiscalité et du budget de l'environnement. On a une question d'internaute qui nous dit que le vrai budget d'environnement, finalement, il n'est pas à Bercy et pas au ministère d'écologie. Mais en tout cas, il se réduit de chaque année, comme peau de chagrin, puisqu'on avait eu une diminution de 7% en 2014, de 6% pour 2015, et qu'à ça s'ajoute le fait qu'on avait, vous savez, dans le système du grand emprunt, ce qu'on appelait les investissements d'avenir consacrés à la transition énergétique. Et tous les 3 mois, il y a un prélèvement de plus de 100 millions d'euros qui est fait dessus pour supprimer des investissements d'avenir pour la transition énergétique, pour abonder en catastrophe le budget du ministère de la Défense. Ce qui est contraire d'abord avec la vocation du grand emprunt, qui devait financer des investissements de long terme, et puis ce qui encore diminue les moyens de la transition énergétique. On a des internautes qui insistent sur cette question, et Ségolène Royal, qui est ici même, avait parlé de votre obsession du budget, justement, en disant que l'écologie, ça ne se résume pas à un pourcentage, c'est surtout la capacité à imposer des idées transversales dans tous les domaines, dans tous les ministères. Vous lui répondez quoi quand elle dit ça? Il y a un problème de capacité d'action de l'État aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup de la fiscalité, c'est beaucoup Non, pas seulement. C'est de l'investissement. Non, mais de la fiscalité, ça peut être des aides fiscales, ça peut être des incitations. Oui, ou ça pourrait être, enfin, si on prend l'exemple de la fiscalité, il pourrait y avoir demain une TVA distinguant les produits verts des produits pas verts, avec une TVA à taux réduit sur les produits verts. Donc la fiscalité, elle n'est pas forcément négative, c'est ça que je veux dire. Mais pour revenir sur la question des moyens, sans moyens, tous les discours qui sont tenus aujourd'hui sont des discours d'affichage, sans aucune capacité d'action derrière. Si on veut organiser la mutation de notre modèle de développement, il faut faire ce que j'appelle moi un choc d'investissement, ce qui renvoie par ailleurs à la situation économique plus globale. Il faut faire un choc d'investissement sur la transition énergétique, il faut faire un choc d'investissement sur la transformation de notre modèle industriel autour de l'économie circulaire, et ça créerait de l'emploi et ça permettrait à la France d'être à la pointe avancée d'un nouveau modèle de civilisation à l'échelle mondiale. Royal, elle est aussi dans l'incantation alors. Dans une forme d'affichage, parce que sans moyens, tous les discours ne sont que de l'affichage. Et là, je veux bien qu'on comprenne ça. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pas qu'on n'augmente pas les moyens. Non seulement on n'augmente pas les moyens, mais on les diminue. C'est-à-dire qu'il y a moins d'argent aujourd'hui pour l'écologie et pour la transition énergétique qu'en 2011 ou en 2012. Moi, ce n'est pas l'idée que je me faisais de l'action d'un gouvernement de gauche sur cette question-là. On a besoin des moyens de pouvoir
développer les énergies renouvelables, d'investir par exemple dans l'efficacité énergétique. On a un secteur du bâtiment, moi je le vois dans les Deux-Sèvres aujourd'hui, qui est en très très grande difficulté. Si on injecte massivement de l'investissement sur les économies d'énergie dans les logements, les économies d'énergie dans les bâtiments publics, ça va faire de l'emploi, ça va faire des recettes pour les caisses de retraite, pour l'assurance chômage, pour l'ensemble de notre système de protection sociale. Justement, sur la question des moyens, que pensez-vous des financements privés? Par exemple, Bolloré, qui dépose un projet auprès du ministère de l'économie pour installer 16 000 bornes de recharge de véhicules électriques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Eh ben, c'est très bien. On a besoin que l'investissement privé se mobilise massivement. Et une des inquiétudes aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement un ralentissement de l'investissement public, mais on a aussi un effondrement de l'investissement privé des entreprises. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entreprises font des choix aujourd'hui, sont dans une situation qui ne leur permettent pas, par exemple, de faire des investissements qui sont rentables à 7 ans ou à 11 ans. Si on prend par exemple l'exemple d'un industriel qui pourrait investir dans son efficacité énergétique, mettre ce qu'on appelle des moteurs à vitesse variable, réduire sa consommation d'énergie tout en gardant le même niveau de productivité industrielle, ça demande des investissements, mais qui sont rentables sur 7, 10, 15 ans parfois. Or, il n'y a pas les solutions de financement pour ça. Donc c'est l'enjeu du choc d'investissement dont je parle. Ce n'est pas simplement l'investissement public, c'est aussi d'avoir un soutien à l'investissement privé en faveur de la transition énergétique. Delphine Batton, on va passer à l'une des actualités fortes d'aujourd'hui, avec la présentation au Conseil des ministres de la loi Macron. On va vous demander tout simplement si... au vu de ce que vous connaissez du texte, si vous pourriez voter ce texte qui, je rappelle, vise à déverrouiller l'économie française et à relancer la croissance et l'emploi. Ce texte déverrouillera rien du tout. C'est-à-dire faire croire aux Français que cette loi pourrait avoir un quelconque effet de relance de l'économie, c'est complètement faux. Si on veut relancer l'économie, il faut faire un choc d'investissement sur les politiques de long terme. Et il n'y a pas d'autre perspective possible. Donc là, on est sur une loi de dérégulation, des professions réglementées qui posent un vrai problème pour le milieu rural. Ouais. Vrai problème. Et moi, je le dis, hein, un certain nombre de décideurs, la ruralité, ça existe en France. Voilà. Tout n'est pas concentré à Paris. Donc il y a un vrai problème dans la conception même des choses, de ne pas comprendre ce qu'est aujourd'hui le territoire rural français. Moi, je défends la ruralité. Premier problème. Deuxième problème, il y a beaucoup moi, j'attends de voir le texte qui va sortir du Conseil des ministres. J'ai une grande inquiétude sur la question des actifs de l'État dans les entreprises publiques, puisqu'il est question de se séparer d'un certain nombre d'actifs pour 10 milliards d'euros. Les chiffres changent selon les jours. Est-ce que c'est un moyen pour l'État de dégager un peu d'argent? Ça s'appelle vendre les bijoux de famille pour boucler les fins de mois budgétaires. Moi, je ne suis pas pour une politique de participation de l'État qui serait conservatrice, dans laquelle on ne pourrait rien changer. On peut vendre dans un secteur pour acheter dans l'autre. Mais là, ce n'est pas ça dont il est question. C'est de vendre pour désendetter et pour réduire les déficits. Delphine Batton, si vous voulez bien. Ça veut dire gréver le patrimoine des générations futures. Si vous voulez bien, on va aborder quelques propositions du texte concrètement, en vous demandant simplement si vous êtes pour ou contre et un mot de justification. Oui, alors mais deux, trois mesures, parce qu'il y en a tellement dans ce texte. Il y en a une qui fait beaucoup parler, c'est l'extension du travail du dimanche, où on passerait de 5 à 12 dimanches. Vous êtes pour ou contre cette disposition? Contre. Je me suis battue contre quand j'étais dans l'opposition. Et beaucoup de socialistes. Avec beaucoup de socialistes. Donc je suis cohérente. Je pense qu'il y a une situation qu'il faut traiter, j'allais dire, à part. C'est la question des grands magasins par rapport aux touristes internationaux à Paris, mais je ne suis pas favorable à la généralisation du travail de dimanche. Là aussi, j'ai le point de vue d'une députée rurale, où on se bat pour maintenir le petit commerce dans les bourgs. Donc l'idée que toutes les grandes surfaces puissent être ouvertes le dimanche, je pense que ce serait la mort 12 dimanches par an. Mais oui, c'est trop. Enfin, non. C'est 12 de trop. Et puis, on n'est pas seulement sur un débat, technique. Vous voyez, est-ce que c'est 7, est-ce que c'est 9, est-ce que c'est 12 Il y a un message de société. Il y a déjà un certain nombre d'exceptions
à l'interdiction du travail du dimanche. Il y a plein de professions où les gens sont obligés, pour des raisons de continuité de service, de travailler le dimanche. Il faut que les salariés soient justement indemnisés pour ça. Mais moi, je ne suis pas pour une société du consumérisme où voilà, la seule activité, c'est d'aller dans les supermarchés. Pour ou contre libéraliser l'installation de nouveaux arrivants chez les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs? Plutôt contre. Pourquoi? En tout cas, il y a une problématique spécifique du milieu rural. Un notaire en milieu rural n'est pas à plaindre, oui, mais ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur avec un notaire à Paris. Tout simplement parce qu'il faut voir le marché de l'immobilier aujourd'hui en milieu rural. Donc, je le dis, ils ne sont pas à plaindre. Mais si l'idée, c'est qu'on déréglemente complètement les installations, il n'y aura plus personne en milieu rural. C'est le côté uniforme de la mesure. Non, mais il n'y aura plus personne. On est moins rentable en milieu rural qu'ailleurs. Donc, qui va venir s'installer chez nous? C'est ça la question que je pose. Donc, moi, je ne suis pas, sur cette question des professions réglementées, je ne suis pas conservatrice, je ne suis pas en train de dire que rien ne doit changer. Mais il y a un problème spécifique qui est celui de l'aménagement du territoire, qui est celui de la présence d'un certain nombre de professions réglementées dans les territoires ruraux. Et attention qu'à force de déréguler, de libéraliser les installations, on ne va pas en réalité créer un certain nombre de déserts. Alors Emmanuel Macron, toujours le même, veut aussi développer le transport par car, par autobus, des lignes de... C'est pas très écologique, ça? C'est totalement hallucinant. Les présidents de région se battent pour obtenir dans les contrats de plan des financements pour améliorer les trains express régionaux, pour avoir des trains plus rapides, pour ouvrir de nouvelles dessertes. C'est un retour en arrière, la logique des autocars. En plus, là, on est sur une mesure complètement libéralisée. Donc ça veut dire même problématique pour le rural. C'est-à-dire qu'en réalité, ces autocars-là vont venir concurrencer le train sur des trajets, j'allais dire, rentables, c'est-à-dire où les lignes sont pleines et où l'autocar, alors que le ferroviaire a un gros problème de financement, l'autocar va venir concurrencer le ferroviaire. Par contre, là où on aurait besoin d'autocars, sur des dessertes qui ne peuvent pas aujourd'hui être faites par le rail, il n'y aura personne, parce qu'il y a un problème de rentabilité. Donc non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Au-delà de ça, la loi Macron, Delphine Batho, suscite beaucoup de polémiques au sein de la majorité. On parle d'une vraie rupture qui pourrait se créer sur ce texte, entre une ligne, disons, qui garde en tête une ligne plutôt pragmatique, en disant qu'il faut faire des efforts, faire des économies, et une autre partie de la majorité qui est convaincue que ce texte va à l'encontre des valeurs de gauche. Est-ce qu'on n'est pas là sur un vrai problème sur l'identité socialiste? Est-ce qu'on n'est pas en train de se poser la vraie question de ce qu'est et ce que doit devenir le Parti socialiste à l'avenir? C'est plus profond que ça, cette question-là. C'est plus profond que la loi Macron. La question, c'est quel est le projet de société de la gauche? La gauche n'a pas vocation seulement, j'allais dire, à gérer les affaires courantes. Elle a vocation à défendre un modèle de transformation sociale et donc une vision de long terme de la société. Ce n'est pas seulement la loi Macron qui illustre mais est-ce qu'elle n'en est pas le question révélateur, l'illustration de cette Moi, je refuse que le débat soit enfermé entre, d'un côté, une version des modernes qui serait une version libérale, dérégulatrice, alors que la grande question qui a mis à l'ordre du jour la crise financière de 2008, c'est le retour d'une forme moderne de régulation. Donc d'un côté, il y aurait ceux-là, les promoteurs du texte, et de l'autre, des positions conservatrices surtout, où on pourrait jamais... Moi, je refuse cette alternative. Mais ce texte de la loi Macron pose beaucoup de problèmes, et c'est vrai qu'il peut y avoir un accident parlementaire sur ce texte, mais comme vous le savez, le gouvernement a beaucoup de moyens de contraindre le Parlement, y compris le 49.3. Vous-même, vous voterez contre cette loi? En l'état... vous pouvez demander, il y a des choses qui sont... On va voir, je dirais, moi je ne dis pas à l'avance, on va voir comment se passe le débat, est-ce que le gouvernement est prêt à écouter un peu les députés? On verra à l'issue sur le texte final. En tout cas, moi, parce que je vois les sujets dont on parle beaucoup dans les médias, moi, je tire le signal d'alarme ce matin sur la question de la participation de l'État dans les entreprises publiques. Et pour moi, je le dis clairement, diminuer la participation de l'État au capital des entreprises de l'énergie est une ligne rouge. Et Toulouse, la privatisation partielle de Toulouse, de l'aéroport, c'est pas
c'est une mauvaise décision. Est-ce que c'est un actif stratégique qui rapporte? Moi, je suis assez sensible quand même aux inquiétudes qu'il y a du côté d'Airbus, quoi. C'est-à-dire qu'on est là quand même sur il y a l'aéroport en tant que tel, puis il y a les ateliers à côté, qui sont quand même un actif industriel sur lequel il faut être attentif. La protection d'un certain nombre d'enjeux. Donc je suis assez réservée sur cette décision. Delphine Matteau, on a plusieurs internautes qui réagissent, qui vous interpellent sur votre départ du gouvernement. Vous avez écrit un livre dernièrement aux éditions Grasset, Insoumise, pour raconter votre expérience au gouvernement et votre déception, on peut le dire. Vous dites notamment dans votre livre que vous ne vous permettiez pas de céder à certains groupes de lobbying. Alors d'abord lesquels? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui le gouvernement continue à céder à ces lobbies? La pression est très, très forte. Y résister demande un certain courage. Que tout le monde n'a pas? On a pris tout à l'heure des exemples sur des sujets difficiles. Ceux du diesel, par exemple. Moi, j'ai été confrontée à une résistance considérable de l'industrie automobile qui ne veut pas changer de motorisation. On a pris l'exemple du nucléaire. Là aussi, l'idée même de diminuer la part du nucléaire en France, c'est une idée qui paraît insupportable à un certain nombre de grands responsables du secteur de l'énergie. Donc oui, quand on veut changer les choses, on affronte des résistances. Pour autant, la politique ne peut pas rien faire. Parce que si on est déterminé, allant sur un certain nombre de réformes, ces résistances peuvent être dépassées. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est pas une déception. Je voulais raconter d'abord comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment on est passé du vote du 6 mai 2012, de l'élan de la victoire, à la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en profondeur? Et ce que je raconte sur cette question des lobbies, c'est moins le fait que des chefs d'entreprise défendent leurs intérêts économiques, ça c'est leur travail, j'allais dire. C'est la façon dont, quasi systématiquement, les responsables baissent la tête, s'alignent. C'est ça le problème qui est posé. Alors précisément, dans votre livre, vous parlez de Emmanuel Macron, décidément il ne quitte pas, qui aurait fait pression sur vous pour signer les autorisations, les permis miniers pour la société S-Oil. Oui, vous confirmez? Oui, il a fait pression sur vous. Donc les pressions, elles viennent de l'intérieur aussi. Oui, il ne m'a pas appelé directement. Il a appelé mon cabinet à plusieurs reprises pour que je prenne... Pour vous tenir la main, pour signer? Voilà, pour que je signe des permis miniers, plus exactement des prolongations de permis miniers pour la compagnie américaine S-Oil, des permis en Île-de-France sur lesquels on observe aujourd'hui une spéculation de ces compagnies américaines dans l'idée qu'un jour futur, la France autorisera le gaz de schiste. Et j'ai effectivement refusé de signer ces permis. Du coup, comment vous avez perçu son entrée au gouvernement à Emmanuel Macron? Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que moi, j'ai beaucoup de désaccords avec Arnaud Montebourg sur la question de l'écologie. Je crois qu'il est encore assez bloqué dans le monde ancien, dans sa réflexion. Néanmoins, je crois que mettre à l'écart quelqu'un qui avait fait 17% lors des primaires, c'est pas un bon signal par rapport au rassemblement de la gauche. Et le fait que quelqu'un qui est un élu du suffrage universel soit remplacé par une personne, Emmanuel Macron, qui ne s'est jamais confronté aux élections. Je trouve ça assez significatif, si vous voulez, que la politique économique, industrielle de la France soit aujourd'hui conduite par quelqu'un qui n'a jamais été un élu du peuple. C'est pas tellement le problème qu'il ait fait carrière dans la philosophie ou dans la banque. C'est le fait qu'il n'est pas un élu du suffrage universel. Et à mon avis, il a une vision des choses, connaissant les milieux qu'il fréquente, dans laquelle il y a un problème de déconnexion à la réalité. C'est pour ça que je disais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la France rurale. Quelqu'un qui est élu de la France rurale aujourd'hui ne dirait pas ce que j'ai entendu sur la question, par exemple, des pharmaciens.
Parce que l'idée de mettre en vente les médicaments sur Internet, alors qu'on est déjà un pays qui surconsomme du médicament, l'idée qu'il faut déréglementer l'installation des pharmacies, qui heureusement pour l'instant paraît abandonnée, ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui a été un petit peu sur le Emmanuel terrain. Macron est un peu déconnecté des réalités, c'est ce que vous sous-entendez, en tout cas sur la ruralité. En tout cas, je pense qu'il a effectivement une vision assez parisienne des choses et que le fait de ne pas être un élu du suffrage universel, c'est un grand handicap. Venons-en à la question des prochaines échéances électorales. Vous vous êtes prononcé pour une primaire ouverte en 2016, Oui. mais vous ne dites pas vraiment qui est susceptible de redresser la gauche et le pays. Est-ce que vous imaginez la possibilité d'une formation alternative à gauche, avec les écologistes, avec le parti de gauche, avec une force qui rassemble les frondeurs du Parti socialiste? Que c'est une alternative qui vous paraît crédible Ce serait une division profonde. Ensuite, c'est toute la gauche qui est en difficulté aujourd'hui, c'est pas seulement le Parti socialiste. Regardez, lors des élections européennes, le total gauche fait moins du tiers de l'électorat. Regardez la législative partielle qui s'est passée dans l'Aube, là. Parti socialiste à 14%. Et force est de constater qu'aucune des autres forces de gauche, le Front de gauche, les Verts, etc., ne profite de la situation actuelle. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est beaucoup plus profond que la question du choix d'une personne. Il y a un problème aujourd'hui qui est celui de c'est quoi la gauche? Quel est son projet de société? La charte qui a été adoptée le week-end dernier par le Parti socialiste ne dit rien de la réponse à cette question-là. Et alors, ce qui est frappant, vous voyez, il y a le mot écosocialisme à toutes les lignes, quasiment, sur la question de l'écologie. Et dans le même temps, on fait ce que je vous disais sur les diminutions de budget et sur les décisions qui ne sont pas prises. Donc, on est encore dans un grand écart entre la parole politique et les actes. Justement, vous travaillez à créer un réseau citoyen pour faire émerger de nouvelles idées, visiblement hors des partis politiques. Vous organisez un forum le 8 janvier. Vous pouvez nous en dire plus sur ce mouvement? Un forum, ce sera un premier échange. Ce n'est pas la création d'un mouvement comme il en existe d'autres. Moi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Moi, je suis convaincue qu'il faut aujourd'hui des idées nouvelles et une génération nouvelle. Je veux aider une nouvelle génération à prendre la parole en politique et à s'engager. Vous êtes une nouvelle génération en politique. J'ai quand même 41 ans. Mais vous êtes considérée comme jeune en politique. Les choses sont verrouillées dans les appareils politiques traditionnels. C'est que des enjeux de pouvoir. Je pense qu'on va en avoir un bon exemple avec le prochain congrès du Parti socialiste, qui va être une foire d'empoigne dans laquelle les questions d'idées sont assez secondaires. Moi, je veux travailler sur les idées et pousser en avant une nouvelle génération. Donc c'est ça que je veux faire en laissant les gens libres de leur appartenance à un parti politique. Moi, je suis membre du Parti socialiste. Il y aura d'autres personnes qui sont membres d'aucun parti. Il peut y avoir des gens qui sont membres des Verts. C'est un réseau de travail et d'action par rapport à tout ce qui est en train de bouger en profondeur dans la société, ce qui se passe dans l'économie circulaire, ce qui se passe dans l'économie collaborative, ce qui se passe sur la question du numérique, où on voit des modèles nouveaux émerger, mais où tous ceux qui en sont les promoteurs sont totalement absents du débat démocratique. Alors que c'est là qu'il y a des perspectives d'espérance nouvelles, qu'il y a des dynamiques nouvelles sur lesquelles on doit s'appuyer. C'est une inspiration de Ségolène Royal? C'est faire remonter la démocratie participative? Non, je pense que cette étape-là, qui était celle de la campagne de 2007, de la présidentielle de 2007 sur la démocratie participative, ça avait été une étape utile. Qui a fait bouger les choses. Je pense qu'on est à un stade aujourd'hui différent, qui est plus seulement du participatif au sens où on consulte les gens, qui est celui du collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a une grande transformation dans la société aujourd'hui, où on a un système institutionnel complètement cloisonné, vertical, en tuyau d'orgue, et où en réalité, grâce notamment au numérique et à Internet, on a des logiques complètement horizontales, collaboratives qui se mettent en place. On les voit exploser dans le crowdfunding, même le phénomène Le Bon Coin. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses en profondeur qui sont en train de changer, et on a malheureusement un système politique, un système institutionnel qui reste assez hermétique à ces logiques nouvelles. Il nous reste 2-3 minutes, Delphine Batho, pour aborder un point qui nous paraît important. Michel? Oui, alors l'actualité a été riche cette semaine, mais je voulais revenir sur l'histoire de l'Isère,
où le groupe Pierre et Vacances, donc un projet de Center Park qui est contesté, mais qui est aussi défendu d'ailleurs par... on a eu des manifestants aussi en faveur du projet. Delphine Batho, est-ce qu'il faut suspendre tous ces projets alors qu'ils ont été débattus, votés, financés? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Alors d'abord, vous venez de dire ce projet a été débattu, financé, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des contestations. Dans l'exemple de l'Isère, enquête publique défavorable, avis du Conseil national de la protection de la nature défavorable. Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus et faire comme si de rien n'était quand les institutions qui sont chargées de dire s'il y a un problème environnemental ou pas, qu'elles disent donc, oui, il y a un problème, il ne faut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que les institutions de débat public qui étaient chargées de faire la part des choses dans ce projet et de dire si on peut le faire ou ne pas le faire, on dit il ne faut pas le faire. Donc on doit les écouter. Mais les élus ont voté, donc que ce oui, soit mais il y a dans l'Isère, que ce soit, il y a France tout un tas de projets quelque qui ont chose été de très votés. simple. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qui s'appelle un ordre public environnemental. À chaque fois que des décisions sont prises en s'asseyant sur les principes de l'ordre public environnemental, il y a des contestations et elles sont légitimes même si je n'en partage pas les formes et que je suis inquiète de la façon dont la direction des Verts a sous-traité ces combats à des forces radicales, anarchistes, assez parfois violentes dans leur comportement. Et je ne mélange pas les collectifs citoyens qui sont mobilisés contre ces projets avec un certain nombre de phénomènes plus radicaux qui posent un problème. Bon, donc je mets cette question-là de côté. Ce projet dans l'Isère a une enquête publique défavorable et un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature. Donc c'est la démocratie politique qui ne fonctionne pas. Sivins, avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature. C'est ce qui m'avait conduit, moi, à refuser l'autorisation de ce projet. Donc ce que je veux dire, c'est que si on respectait les procédures, si on écoutait les instances qui sont chargées de dire quelle est l'application des règles en matière de protection de l'eau et de biodiversité, ces projets ne doivent pas se faire, c'est aussi simple que ça. Et on n'est pas obligé, chaque fois qu'on veut faire un Center Park par exemple, d'aller dans l'endroit où il y a la zone humide la plus remarquable, parce que ça pose un problème de la détruire. Il y a d'autres endroits. Donc je comprends, moi, la mobilisation des populations par rapport à la question de l'emploi, du développement économique, mais je pense qu'on aurait pu trouver un site qui aurait été plus adapté à ce projet. Une dernière question, toute dernière. Une dernière question. Jean-Noël Guérini qui a été relaxé hier dans une affaire de détournement de fonds. Et Yamina Benguigui, l'ancienne ministre, enfin secrétaire d'État, qui est renvoyée en correctionnel. François Hollande, pendant sa campagne, avait beaucoup parlé d'une république exemplaire, de sa volonté de mettre en place une république exemplaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème à ce niveau-là dans l'entourage de François Hollande ? Parce que là, je vous cite deux noms, mais il y en a d'autres. On peut penser à... Guérini, il n'est pas dans l'entourage de François Hollande, même s'il a quand même fait la pluie et le beau temps dans un certain nombre de congrès du Parti socialiste. Moi, je suis pour l'inéligibilité à vie des élus qui sont sanctionnés par la justice. Pour ce qui concerne Jean-Noël Guérini, vous savez, il y a d'autres procédures. Ces comportements qui sont le fait d'une minorité font un mal considérable à la démocratie. Et je crois que malheureusement, beaucoup de responsables ne le mesurent pas suffisamment. Moi, je vois ce qu'on me dit dans les Deux-Sèvres d'un certain nombre de ces affaires. Et donc, faut que la justice, d'abord, fasse son travail jusqu'au bout, avec célérité, avec exemplarité. Il faut qu'elle soit totalement indépendante de toute pression politique. Et je crois que dans ce domaine, il faut quand même reconnaître à Christiane Taubira, au gouvernement, des progrès, même si malheureusement l'indépendance du parquet est bloquée par un problème institutionnel, puisqu'il faudrait avoir une majorité des 3/5. Mais il faut aller jusqu'au bout de la mise à l'écart quand il y a ce type de comportement. Il n'empêche, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inconséquence de la part, par exemple, de quelqu'un comme François Hollande, Kader Arif, Fawzi Lamdaoui, Aquilino Morel, tout ça, c'était des gens qui étaient très proches, des conseillers de l'Élysée, d'abord, qui avaient quand même visiblement des casseroles, c'était su. Pourquoi il n'y a pas eu des décisions qui ont été prises plus tôt, effectivement. C'est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Ensuite, il faut faire attention de ne Bien pas sûr, forcément tout à mélanger fait. toutes ces situations. Moi, je n'ai pas accès aux procédures judiciaires, mais je pense qu'effectivement, le devoir des responsables politiques, c'est lorsqu'il y a une suspicion de tout de suite couper court et mettre à l'écart. Merci Delphine Bathoud, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous, merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci chers internautes, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau direct politique, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés, à bientôt.